Bienvenue pour cette première rencontre du festival Fumetti. Première rencontre dans le cadre de ce week-end du festival Fumetti. Et c'est une table ronde, amis ou adversaires, miroir ou symbole, la figure de l'animal dans le récit en bande dessinée. Vous avez peut-être lu le programme, moi aussi. C'est une rencontre qu'on a voulu avec trois des autrices invitées du festival. Il y a bien d'autres autrices et auteurs qui sont ici invités pendant tout le week-end. Adèle Maury, Juliette Barbanègre et Sophie Guéry vont donc, à travers quelques images qu'on a choisies ou qu'on a récupérées de leurs travaux, discuter de cette figure de l'animal. On a une petite heure devant nous, peut-être un peu moins, et j'en profite pour vous dire aussi que c'est non seulement sonorisé, mais aussi enregistré pour possiblement passer à la radio sur Jet FM, et que j'ai le plaisir de co-animer cette rencontre avec Anaïs Plassard, ici présente. Avec peut-être un petit mot sur les trois autrices qui nous accompagnent ce soir. Avec plaisir. Adèle, spontanément, je vais partir pour vous tutoyer. Si c'est très Adèle, donc vous êtes, on a deux autrices dans les années 80. Toi, tu es la plus jeune du groupe, mais néanmoins aussi avec déjà des beaux livres à ton actif. Tu es née en 99, tu nous viens de Bruxelles, il me semble. Là. Oui. C'est toujours le cas. Et puis, la figure de l'animal est arrivée assez tôt, il semblerait, dans ton travail, puisque en 2020, tu avais eu le prix Jeune Talent à Angoulême, avec une histoire d'un cochon qui se déguisait en chien pour échapper à l'abattoir. Ensuite, vous pouvez déjà attraper les micros, comme ça, si vous avez envie de rebondir, vous pouvez. Et puis ensuite, on suivit 3 BD, dont 2 dont on va parler ce soir, Gratin de chat et Beryl en bataille. Juliette, toi, tu es née à Toulouse, à la campagne. Peut-être que pendant ton antipastie, on n'en avait pas parlé, mais peut-être que cette fois, le côté grandir dans la nature reviendra dans la discussion. Oui, peut-être. Et puis après une quinzaine de livres illustrés d'albums jeunesse. On va aussi sans doute pas mal parler de ton travail de ces dernières années, plus de plasticienne ou la figure animale, de l'échange humain-animal, y compris par la dévoration parfois, est présent. Et puis Sophie Guérive, toi tu nous viens de Marseille, ou peut-être qu'on a une météo aussi chaude pour une fois. Alors là, depuis quelques mois, j'habite à Angoulême, donc okay. Il fait très très chaud aussi. Et puis bien sûr, donc, tout cet univers autour de Tulip qui existe depuis 2016 et qui a de nombreuses facettes dont on aura plaisir à parler aujourd'hui. Et chacune de vous trois a une utilisation vraiment différente et très riche des figures animales. Et pour commencer, on avait envie de vous poser la question des origines peut-être sur est-ce que vous avez vous-même vécu des rapports avec des animaux qui vous ont inspiré, avec une notion peut-être de compagnonnage ou de relation interespèce, si vous avez des expériences à nous partager de ce point de vue-là. Ça peut être récent aussi, c'est pas forcément dans l'enfance. Moi, j'avais des poules, ça compte. Et des chats, voilà. J'ai eu plein de chats, mais non. Enfin, bon, après, j'ai grandi à la campagne, donc forcément, oui, il y a un rapport à la nature. Après, on se figure la campagne un peu sexy avec des bois et des rivières, mais bon, moi, j'étais quand même entourée de champs arrosés de pesticides. Hein, c'était quand même plutôt ça l'idée. Mais j'avais un très beau jardin quand même, avec des poules, voilà. L'image qu'on voit, que tu as faite, donc Juliette, elle représente quand même un rapport de confiance absolue entre un enfant, une enfant, possiblement endormi sur ce très grand oiseau. Ça pourrait attester ce que disait Anaïs sur un rapport interespèce. Oui, en fait, je crois que quand je dessine des figures animales, en l'occurrence, c'est le cas sur ce dessin, il ne faut pas voir l'animal comme une entité distincte. En fait, quand je fais des figures comme ça, animales qui s'accompagnent d'une figure humaine, souvent dans mon esprit, c'est quand même un petit peu une partie de cette personne, quoi. C'est un aspect de la personne, de la personnalité, du caractère, enfin, qui intervient et qui est montré autrement. Et donc là, cet oiseau, finalement, c'est aussi la petite fille. Voilà. Est-ce que
que vous avez envie de répondre à la question aussi? Alors par rapport à ta question, Comme tu le sens. bah écoute, quand je réfléchissais aux animaux que j'avais eus aussi, moi j'ai eu plein d'animaux, lapins, hamsters, chats, ce genre d'animaux-là. Et j'ai toujours voulu être amie avec des animaux, même encore maintenant. J'ai toujours cette attirance quand je vois un animal, j'ai trop envie qu'on soit copains. Mais, euh, mais sinon, c'est intéressant ce que tu dis, Juliette, parce que sur le fait que toi, les animaux, du coup, c'est aussi les humains que tu représentes. Ouais. Et moi, tu vois, je me suis jamais posé cette question-là. Moi, c'est plutôt totalement l'inverse, quoi. Les animaux, c'est eux, quoi. Enfin, c'est un personnage à part entière et j'essaye. Enfin, moi, j'aime bien les anthropomorphiser, mais j'aime bien leur laisser quelques aspects d'animaux aussi pour qu'on soit un peu confus, quoi. Qu'on se perde un peu. Ah oui, c'est des animaux, mais en fait, c'est un peu des humains, mais c'est quand même des animaux, faut pas l'oublier. J'essaye de trouver des aspects comme ça pour qu'on n'oublie pas que ce soit des animaux aussi. Voilà, quoi. Entiers. Dans cette image d'ailleurs qu'on voit, que tu as créée, Adèle, c'est on n'oublie pas l'animal, évidemment, on le voit bien, et en même temps, il est tellement anthropomorphique enfin, il prend soin, c'est un veilleur, on le sent. D'ailleurs, ça faisait partie des images que tu avais classées dans les images dont tu étais assez fière. Oui, carrément. Parce Bah, qu'on avait fait des petits jeux de vous demander quelques images fières ou pas. Ou voilà. oui, carrément. Bah, c'est une des dernières images que j'ai faites en plus, donc c'est pour ça que je l'ai mise dans ces images de fière. Et parce que je testais un peu la gouache là récemment, et du coup j'ai comme prétexte pour la technique, je m'étais un peu inventé un monde qui pourrait donner lieu à des scènes comme ça, donc une sorte de western un peu sous-marin. Alors là, on voit qu'ils sont sous la mer, dans l'autre, ils sont dans un train, mais voilà, du coup, j'aimais bien ce cheval. Bah, là, justement, sur cette image, moi, j'aime bien faire ça dans les histoires avec des animaux. C'est qu'il y a un animal qui garde sa forme animale, et il y en a un autre qui a une forme anthropomorphique. Et j'aime bien créer des codes, je pense, et les déjouer, entre guillemets, quoi. Et puis dire, ah, en fait, il y a une règle, non, en fait, il n'y en a plus, là. Ou ce genre de truc, j'aime bien. Est-ce que ça vous énervait pas que Donald et Mickey portent des vêtements et que plutôt ils portent pas de vêtements? Ouais, moi, c'est le genre de truc qui me perturbait, ouais. Sophie, Ouais. ce rapport à l'animal dans l'enfance ou pas d'ailleurs? Bah, moi, j'ai eu pas mal. Enfin, moi, je vivais en ville à Marseille, donc j'ai eu quelques animaux classiques, chat, chien, lapin. Mais ils sont tous, il leur est tous arrivé des problèmes, donc je les ai pas gardés très longtemps, malheureusement. J'avais un voisin qui essayait de tuer tous les animaux parce que ça le dérangeait. J'avais un frère allergique à tout, donc on a tout viré. Enfin, j'ai malheureusement pas pu garder ces animaux très longtemps, c'était très triste. Et, mais alors maintenant j'ai un petit bichon pour me venger, mais c'est une catastrophe. C'est très compliqué de gérer ça en plus du reste. Mais euh, voilà. Mais je me demande si à force de vivre avec nous, ces animaux-là en particulier sont pas vraiment des animaux. Est-ce qu'ils sont un peu des humains quand même parce qu'ils obéissent à nos codes? Et ouais, du coup ça inverse le truc un petit peu. Il y a les animaux domestiques, familiers, qui sont peut-être plus effectivement tout à fait dans le règne animal. Et est-ce que, pour donner presque une dimension politique, parce qu'en tout cas, dans le sens écologique du rapport au règne animal, est-ce que ça fait partie de choses dont vous essayez de nourrir votre travail ou des choses qui ont eu l'importance pour vous dans d'autres sphères que la création, peut-être? Je j'ai pas très bien compris le. Est-ce que ça a de l'importance pour vous parce que, bon, par exemple, la biodiversité est en train de sacrément disparaître sacrément vite. Est-ce que ça occupe de la place dans vos pensées, vos émotions? Est-ce que c'est le cas depuis longtemps, si c'est le cas? Et est-ce que ça reste dans une sphère séparée de votre travail ou est-ce que ça nourrit votre travail aussi? Moi, je pense que ça rentre en jeu.
Je suis dans le déni, en fait, totalement. J'essaye de pas penser à ce truc-là. Et donc, mais je pense que ça transparaît complètement dans mon travail. Et non, moi j'essaye de mettre un peu d'espoir et je me dis que tout va s'arranger bientôt. Vraiment, j'y crois. J'y crois. Moi, d'une certaine manière, oui. Après, c'est plus dans l'idée d'une recherche un peu de sens et de. Moi, je travaille beaucoup sur le mythe et le symbole. Et donc, il y a qui ont cette fonction quand même de rendre, de donner du sens et à tout ce qui existe, et en grande partie à la place de l'homme, que l'homme occupe dans le monde. Donc il y a quand même cette question de cette place qu'on occupe et du lien qu'on a à la nature, aux éléments, à tout ce qui fait le monde. Donc c'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans mon travail. Après, peut-être pas dans la dimension écologique militante, mais en tout cas, oui, ça fait vraiment partie de ça. Moi, je me reconnais dans vos deux réponses un peu de déni, un peu, un peu de conscience de ça, et en même temps, oui, je sais pas. Moi, je pense que je l'ai en tête, mais je le sépare de mon travail. Quand, par exemple, je sais pas, je choisis les animaux que j'ai envie de faire vivre, de dessiner, etc., ou les univers dans lesquels je les mets. Mais après, là, depuis 2 ans, je fais une sorte de formation un peu courte d'éthologie, donc du comportement animal, quoi, d'études du comportement animal, et on fait des sorties, et ça, c'est super, en fait. Et j'aime beaucoup ces sorties parce qu'on apprend toujours plein d'anecdotes, et ça, j'en note plein pour mes histoires, quoi, pour les transformer ou m'en inspirer. Voilà. Finalement, à la question primordiale de cette table ronde, ami ou adversaire, j'ai l'impression que d'emblée, on répond au fait que c'est ami plutôt qu'adversaire, même si dans vos histoires, il peut y avoir des moments d'adversité. Mais là, on a une page du Club des Amis, alors qui est pour le coup clairement dans la relation amie. C'est cette question-là, justement, de l'adversité, de ce qu'on ne connaît pas, donc de l'animal, par exemple, dit sauvage. Finalement, vous la représentez assez peu. On pourrait faire des exceptions, on va le voir dans certains de vos ouvrages, mais l'idée, elle n'est pas de confronter l'humain au règne animal, mais plutôt de le faire ensemble, très souvent. Voilà, pour le coup, moi, j'ai pas d'humain. Donc, peut-être qu'il C'est le encore plus simple. mangerait s'il le croisait un humain. Mais mais il y a aussi quelques animaux qui sont quand même un peu agressifs, comme le papa de Tulipe, qui est un ours des cavernes, un peu pas très sympa. Et aussi des espèces de monstres et de bêtes qui peuvent être un peu intermédiaires. Et oui, j'aime bien quand même qu'il y ait un côté un peu sauvage et un peu hostile. Et même moi, enfin, vraiment, je pense que s'il y avait un humain qui se promenait par là, il passerait un sale quart d'heure avec tous ces ours. Mais c'est bien qu'il n'y en ait pas, quoi. Ça t'est arrivé déjà de te poser la question de tiens, si je mettais un personnage humain Ouais, alors j'avais fait un début de Club des Amis où il y avait des humains, parce qu'en fait, dans ma tête, ça se passe à la préhistoire. Et rencontrer, voilà, il y avait une espèce d'histoire de chasse et tout ça, et il y avait effectivement un contact un peu violent. Et finalement, je l'ai enlevé, mais oui, j'avais envie de représenter un peu de violence aussi, de sauvagerie comme ça. Et pour le coup, c'était les humains, les méchants. Juste retournement des choses. On continue peut-être dans les débuts. Alors c'est Adèle, tu nous as envoyé quelques références de choses qui t'ont marqué. Est-ce que c'était forcément avec un lien aux animaux? Eh ben non, j'ai compris après que je m'étais un peu gourée dans les Mais ceci dit, ça les peut marcher. références. Ça peut Mais marcher c'est- quand même, parce que Naftalen, donc de Fmur, qui vient d'être édité par 2042, elle a un rapport assez particulier avec un morse. Oui, oui, on le Il y voit a quand pas là, même mais quelque chose de... Là, on le voit pas non. à cette page, mais il y a quand même un lien au règne Oui, animal. c'est vrai. Et puis Fmur en général avec le génie des alpages et tout, donc je m'étais dit que ça allait finalement. Mais oui, Naphtaline, j'adore, mais en fait je l'ai mise en inspiration parce que c'était plus pour le côté allez, mystérieux. C'est pas nos règles habituelles. On est un peu désorienté quand on lit. Et moi j'adorais quoi. Je trouve ça hyper riche, hyper inspirant. Et elle vit
au milieu du musée d'histoire naturelle, avec tous les animaux empaillés, qui sont un peu à moitié vivants, à moitié morts, qu'elle ouvre comme des boîtes où elle vit dans le ventre de la baleine. Je trouve ça génial, quoi. Et, euh, et voilà, mais du coup, c'est vrai que j'ai pas mis Naphtalène spécialement pour le rapport aux animaux, mais je trouvais ça super. Et Delphine Panique, alors pas du tout non plus, du coup. Mais j'aimais bien, j'aime beaucoup cette BD d'elle en temps de guerre. Et où bah, c'est pas trop des humains non plus, c'est des maisons. Donc je, je trouvais ça chouette aussi, tous les personnages qui sont pas des humains en fait, animaux et autres. Et là j'avais vachement aimé qu'elle les transforme en maison, quoi. Mais c'est ce qu'on s'est dit en voyant les images que tu nous proposais. C'était hyper intéressant sur la question de la représentation anthropomorphique. Là, on est carrément ailleurs, mais ça dit tout autant que prendre un animal, justement, pour ce qu'il est d'archétype, par exemple. Mais ça, on va en reparler. Et comme Juliette et Sophie, vous n'avez pas forcément donné de références comme ça, je dis, vous en aviez peut-être quelques-unes qui vous ont marqué, et si ce n'est dans la représentation animale, il y a évidemment une histoire de la bande dessinée animalière qui est longue. C'est presque d'ailleurs les premières représentations en bande dessinée, elles étaient souvent animalières. Pour autant, vous n'êtes pas du tout dans cette filiation-là, a priori, même s'il peut y avoir des ponts ou des liens. Est-ce qu'il y avait des lectures d'enfance ou des choses qui vous ont un peu marqué? On citait Walt Disney tout à l'heure, c'est forcément une imagerie qui vient. C'est vrai que dans les récits pour enfants, en tout cas ceux que j'avais enfant, il y a beaucoup d'animaux, quoi. Enfin, c'est vrai que que ce soit dans la littérature jeunesse ou dans les dessins animés, souvent les personnages sont des animaux. Donc on s'habitue presque à ça, à pas voir des humains, quoi. Enfin, ils ont des comportements d'humains, mais ça reste des animaux. Après, moi, je crois que ce qui m'inspire, en tout cas ce qui m'a marqué le plus, c'est la figure animale, mais surtout la figure monstrueuse quelque part, quoi. Ces trucs un peu. Mais quand je dis monstrueux, c'est pas nécessairement le côté fantastique qui m'intéressait, mais je crois comme Sophie, tu disais tout à l'heure, le côté un peu rude en fait, parce que c'est ce qu'on va rechercher aussi dans les histoires, cette confrontation comme ça à des choses, à des émotions, à des choses qu'on vit en fait après dans la vraie vie, quoi. Et la figure du monstre, moi je la trouve toujours aussi fascinante, quoi. Et c'était déjà le cas quand j'étais gamine. Et je sais que Juliette, tu disais quand on a fait donc l'antipasti, que vous pourrez aussi voir sur Internet. Qui était le 20 mai dernier pour les vernissages des expositions, je dis ça. Tu disais que en parlant de Lance Love, il me semble que je sais plus quel était tes mots exacts, mais genre que c'était pas tout à fait ton truc de dessiner les humains. Est-ce qu'il y a quelque chose du coup, enfin, qu'est-ce qui fait que il y a est-ce que c'est une simplicité? Est-ce que les animaux, c'est plus facile d'y mettre des expressions? Ou est-ce que il y a moins de pression parce que enfin, ça permet de s'éloigner du réalisme avec plus de liberté, peut-être? Oui, carrément. Je pense qu'il y a quelque chose dans le fait de représenter les humains qui reste peut-être un peu trop terre à terre pour moi. Je sais pas, j'ai peut-être pas trouvé la manière à ce moment-là de les représenter. Ça me satisfaisait pas. Comme si j'avais besoin de décrire un personnage autrement, avec toujours cette question du symbole, de dire plus en fait, de dire plus que juste une figure humaine. Moi, la fiction, elle me sert à ça. Elle me sert à raconter des choses, à raconter un peu l'indicible, justement à montrer en quoi une figure peut être complexe. Et je trouve à travers le bestiaire, alors là, quand tu parles de Lancelot, c'était clairement le bestiaire moyenâgeux. Donc c'est des figures qui vont être des figures hybrides plutôt, quoi. C'est ça, on retrouve dans une entité plein de facettes, quoi. De mélanger, donc ça crée une espèce de chimère, un monstre, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a toujours cette question de la multitude de points de vue, de facettes et d'entités qui cohabitent en une seule. Sophie, je te voyais sourire sur la question de représenter l'animal. Ouais, non, mais moi, en fait, le truc, c'est que j'ai pas pris la décision de faire des personnages animaliers. Je pense qu'il y avait c'est des éléments graphiques
Et le fait de représenter des animaux, ça me permettait d'avoir pas d'humains, enfin justement les humains qui se ressemblent tous, alors que là je pouvais avoir des formes ou des couleurs différentes et ça me permettait de faire un truc qui tapait plus à l'œil et qui rentrait mieux dans les cases avec des choses horizontales, des choses que je pouvais beaucoup mieux manier et ça servait en fait de presque de signal, quoi, de trucs symboliques. Presque j'aurais utilisé des pastilles de couleurs, ça marchait très bien aussi. Et c'est peut-être après coup que le fait d'avoir choisi tel animal leur a peut-être donné un caractère, mais plus en fonction de la symbolique qui est derrière, de la culture qu'on peut avoir par rapport à cet animal. Et donc c'est tout sauf des animaux, du coup c'est complètement culturel, c'est un truc, c'est du graphisme pur avec toute l'imagerie qu'il peut y avoir derrière, toute l'historique. Moi je m'intéresse aussi pas mal aux bestiaires médiévaux, donc à ce savoir inconscient qu'on peut avoir par rapport à tout ce qu'on met quand on voit un serpent, l'histoire de la Bible, enfin il y a plein de trucs comme ça qu'on met sans même le voir dans notre culture, dans plein d'animaux. Et en fait après coup, en relisant des choses sur les animaux, je lisais pas mal de bouquins de Pastoureau, par exemple, des choses comme ça. Je me suis dit, bah oui, en fait, j'ai déjà mis tout ça dans les trucs parce que ça diffuse, en fait. Ça, on peut rebondir sur la bande dessinée. Ouais, c'est là qu'il faut que je change aussi. Hop. Beryl en bataille, Adèle, est-ce que... je ne suis pas sûre que tu te reconnaisses pour le coup dans les derniers propos de Sophie sur le choix des animaux. Mais non, mais dans aucun de vous deux, c'est trop marrant. Je me suis dit, tiens, en fait, je pensais pas qu'on pouvait avoir des visions aussi différentes des animaux en dessin, quoi, enfin, en BD, quand on les mettait dedans. Et donc là, pour le coup, autant on voyait vraiment là, en plus, on a presque sous forme d'arcane de tarot, hein, tes personnages. Donc ça, c'est une des pages d'introduction d'un album de Tulip. Et alors que là, par exemple, sur la page de droite, on a des chèvres qui ont pour le coup vraiment... Enfin, on fait pas toutes leurs connaissances, mais on peut facilement s'imaginer qu'elles ont toute une personnalité. Elles se ressemblent. D'ailleurs, finalement, graphiquement, là, tu as le même problème qu'avec des humains, quoi. Tu peux avoir le truc de mais comment je fais pour qu'on les différencie, enfin bon. Oui, c'est vrai, avec les chèvres, oui. Je m'étais posé la question, au début je me disais, est-ce que je leur donne tout un nom est-ce que je leur fais une caractéristique physique qui fait qu'on les reconnaisse? Puis je me suis dit, bon, en vrai c'est un troupeau, hein. Parfois les chèvres elles se ressemblent toutes et en tout cas si on les connaît pas très très bien, eux je suis sûre qu'ils les connaissent toutes par cœur, hein. Ils les se trompent pas, mais moi c'est vrai que là j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour qu'on les distingue. Mais on voit qu'elles s'appellent Suzanne ou Mireille. Voilà, elles Donc ont. c'est quand même Il y en a assez deux. marqué l'endroit Ouais. des prénoms choisis. Il y en a deux qui ont. J'ai décidé qu'il y en avait deux qui auraient un prénom. Et Mireille, qui c'est la chèvre la plus vieille, on va dire, du troupeau, qui devient un peu la nounou. Du coup, elle a une couleur différente aussi, mais puis elle est un peu plus vieille, quoi. Elle a les seins qui pendent. Voilà, quoi. Et là, on a un beau panel de... Alors déjà, tu pourrais nous dire aussi pourquoi toi, tu as choisi de proposer cette image. Puis nous, ce on en voyait aussi, c'était que là, la variété de représentation dans le style. Donc on a un animal, le lièvre, qui est représenté de façon plutôt réaliste. Les deux personnages humains, le père et le fils, où il y a la stylisation pour le coup. Et après, dans la page de droite, ces chèvres qui sont, on peut dire, pas du tout réalistes. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu l'as choisi ou Alors oui, oui, j'aimais bien qu'on voit justement, là, encore une fois, l'animal plus animal et les animaux anthropomorphisés. Mais alors un truc sur lequel moi je rejoins Sophie, par contre, c'est vrai que moi je préfère dessiner des animaux aux humains pour l'instant. Je suis plus à l'aise. Et donc dans cette histoire, il y a pas beaucoup d'humains. On est vraiment, ils sont très isolés. Ils sont plus entourés d'animaux. Et je pense que c'était aussi à cause de cette contrainte-là que moi je préférais dessiner les animaux, que j'ai fait peu d'humains. Et alors pourquoi dans cette histoire on voit tantôt des animaux un peu animaux comme là le lièvre et après tantôt les chèvres humanisés? C'est parce qu'en fait, le petit garçon Beryl, il parle aux animaux et c'est le seul à pouvoir leur parler. Et quand il leur parle, on voit ces animaux s'anthropomorphiser c'était pour qu'on comprenne que c'était lui qui avait ce langage avec eux. Et
quand le père intervient, par exemple, bah, les animaux reprennent cette forme, en fait. Du coup, j'ai joué un peu sur ça, sur le fait que quand il est là, il n'est pas là. Alors parfois, il y a Beryl, mais il y a le père, mais on voit quand même des animaux anthropomorphisés ou pas. Donc là, c'est un peu... le lièvre, ça correspond au moment où bah, lui, il passe sa nuit ailleurs que dans leur maison, dans la nature. Et du coup, bah, voilà, là, on le voit comme, pas avec les yeux de Beryl, entre guillemets. Mais c'est en effet une question de regard, c'est un peu l'enjeu de toute cette bande dessinée, et peut-être aussi un peu de ton livre précédent. C'est parce que tu disais que tu ne voulais pas forcément présenter beaucoup d'êtres humains, mais pour autant, ils sont très importants, les êtres humains, dans tes livres, parce que c'est l'interaction qu'ils vont avoir avec les animaux qui fait le récit. Oui, c'est vrai. C'est pas une question, donc c'est normal. Moi, j'avais une question. J'ai vu dans l'exposition de Gwenaël Manac qu'il avait une note de carnet où il disait, il semble qu'il s'adressait à lui-même en disant c'est bon, maintenant, tu as assez de symbolique. C'était pour la sagesse des pierres. Ouais, vas-y, rédige en te faisant plaisir. Et est-ce que toi, dans quel ordre ça allait, quoi? Est-ce que tu rédiges avec plaisir et puis après tu découvres peut-être la symbolique que tu as mis, ou est-ce que, parce que je pense par exemple au personnage de la coccinelle, je me disais ah ouais, on voit la coccinelle du coup avoir sa puberté, vieillir et voilà, est-ce que tu as suivi ta plume ou est-ce que tu avais déjà les concepts, on va dire, avant? Bah, la première, le premier chemin que tu as dit, oui, c'est ça. Moi, je suis d'abord dans le plaisir pour ensuite comprendre ce qui se passe, quoi. Et, euh, et là, les deux BD que j'ai faites pour l'instant et la prochaine sur laquelle je travaille, c'est même de plus en plus ça, j'ai envie de dire. Moi, il faut qu'il y ait carrément du plaisir, un truc, une intuition, une spontanéité. euh, que ce soit dans l'écrit ou dans le dessin, Beryl, c'était un peu les deux, quoi. J'avais des images, des idées, mais j'essayais d'extraire à fond la joie, le truc jouissif des idées et tout. Et quand j'avais extrait à fond le truc, là, je mettais de l'ordre un peu, quoi. Et là, est-ce que tu peux nous parler de l'image qu'on voit, ce que tu allais poser comme question, de l'image qu'on voit là, parce que en fait, évidemment, ça nous a fait penser à l'affiche du festival. Et voilà, à quoi ça correspond? Oui, alors en fait, j'ai fait l'affiche après cette image, et c'est pour ça, parce que j'étais en train de dessiner des papillons de nuit pour une histoire, et du coup, bah, comme vous m'avez parlé du compost pour le festival, je me suis dit, bon, bah, ça va bien ensemble quand même. Et alors, bah, ça, c'est en fait, c'est une image d'une prochaine BD que je suis en train d'écrire, où justement, ce serait l'histoire d'animaux qui vivent dans une souche d'arbre, donc un arbre mort. Et là, c'est comme, ce serait comme trois petites histoires. Donc là, ce serait la première histoire où c'est les papillons de nuit qui ont un bar dans le haut de la souche. Donc c'est pour ça un peu le fond là un peu bizarre. En fait, ce serait l'écorce de l'arbre de la souche. Et en fait, ça correspond ça à une scène de la BD que j'avais poussée en illustration sur ce papillon de nuit là qui est éclairé, qui est réveillé par la lumière, alors que c'est des papillons qui sont censés s'évaporer, enfin je veux dire partir au moment où il y a le jour, et comme elle est bourrée, voilà, elle est restée là. Ça peut être des intuitions, comme tu disais, ou des idées, des images, souvent liées aux animaux, donc qui peuvent être le déclencheur de l'histoire. C'est-à-dire, par exemple, une image comme celle-là, bon, tu viens de dire que c'était une scène que tu as poussée un peu plus loin, mais est-ce que ça pourrait être l'inverse? C'est-à-dire, une image comme ça vient, elle a déjà en soi une narration assez puissante, et ça te donne envie de développer Oui, pour faire carrément. un récit complet. Ouais, carrément. Je pense que j'ai dit que là, je l'ai sorti de la BD, je l'ai poussée, mais c'était aussi une image qui était arrivée au début. Et oui, moi, je travaille comme ça. En fait, je travaille avec des images, je sais pas comment je les appelle déjà, des images allez, conductrices comme ça. Et je me dis, j'essaye d'extraire mes idées, mes images conductrices, et puis après, je brode entre elles et pour les relier, mais je me fie à elles en général. Même si après, dans les histoires, parfois, elles passent inaperçues. Euh,
je sais plus dans Beryl, mais moi j'avais des images très précises qui sont finalement devenues des détails. Et voilà, c'est pas très grave, hein, tant pis. J'ai l'impression que c'est une façon de travailler qui peut te parler aussi, Juliette, le fait d'avoir des images fortes qui, du coup, parfois les images sont même écrites. Enfin, dans ton poème, par exemple, ce sont... Oui, tout à fait. Ouais, moi, je me reconnais bien dans ce que tu dis. Il y a des images qui apparaissent quoi, dans la tête. Et effectivement, moi, je les mets en images ou en mots. Ça dépend. Mais en fait, souvent, ça part comme ça de l'envie de faire une image. Et presque, en fait, après, j'essaye de décoder pourquoi j'ai voulu faire cette image et qu'est-ce que je suis en train de raconter, en fait. Et ça va dans ce sens, quoi. Ouais. Est-ce que là, par exemple, tu auras envie de nous raconter quelque chose sur l'image qu'on voit là? Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est lié à un texte de Goethe. C'est un conte philosophique. Et alors dans cette scène, ce dessin date un peu, mais c'est la figure de l'autour. Alors je sais plus, c'est une espèce de guide. Elle a comme une malédiction. Elle a tué l'animal dont elle était proche. Là, cet oiseau. Je crois que c'est un, je sais plus quel oiseau c'est. Ça date trop. Et le personnage qu'on voit derrière, c'est le personnage qui va essayer de la sauver. C'est un récit qui est très symbolique. Et bah, je sais pas trop quoi dire là-dessus, mais Je pourrais t'en proposer une autre aussi. Celle-ci, vraiment, on se disait que celle-là, s'il y avait vraiment quelque chose de... Enfin, même dans la mise en page, en tout cas, de l'animal, là. ouais. La mise en... Ouais, c'est ça, la mise en scène de l'animal. Là, ça passe vraiment peut-être... Est-ce que c'était une image, justement? Ça faisait partie de ce type de... Oui. Comment t'as dit? Image conductrice? Oui, j'avais très envie enfin, je sais pas, j'avais cette idée de décor comme ça un peu arctique avec la figure de la grande baleine, un peu à la manière bah, des contes. On le retrouve souvent dans les histoires, la baleine qui dévore, voilà, dans plein de, enfin, Pinocchio, Moby Dick, enfin bon bref, elle est partout quoi. Donc j'avais ça et ce décor. Et effectivement, c'est une des images qui a mené à l'écriture d'un poème après. Voilà. Sophie, sur cette question des images conductrices, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec Tulip. C'était pas forcément prévu que ce soit une série qui dure aussi longtemps, avec autant de livres. C'était un peu une image qui vient, qui est un peu, je sais pas si c'est miraculeux le bon terme, parce que ce serait trop religieux, mais qui apparaît et en fait, dans lequel il y a un potentiel énorme. Pour Tulip en particulier, c'est plus des idées que des images, mais je comprends très bien ce qu'elle veut dire. Ça m'arrive aussi, notamment dans le club des amis, qui est peut-être un peu plus imagé, où je vais partir d'une page que je vais faire avant toute chose parce que j'ai cette image. Et parfois même, j'arrive à la fin du livre et je la supprime parce qu'en fait, elle est plus dans... Mais en fait, elle est en creux. Elle a servi à construire toute l'histoire, mais j'en ai plus besoin. Donc je comprends très bien, oui, effectivement, ça peut partir d'une envie. Et même parfois, je commence une histoire. Je sais qu'il va y avoir une image à un moment donné et j'ai tellement envie de la faire que je la fais alors qu'elle est à la fin. Mais je peux pas avancer si je la fais pas parce que vraiment, il faut que je la sorte avant de passer à autre chose, quoi. Donc effectivement, oui, il y a des images qui peuvent conduire le reste. C'est vrai que peut-être ça s'applique un peu moins à Tulip, qui est plus sur un texte. Mais il y a quand même certaines pages que j'ai faites, effectivement, qui sortent de nulle part, qui sont reliées à aucune histoire et que je mets parce que j'ai l'impression que ça a un sens parmi le reste. Et voilà. Et là, on a une page du club des amis où il y a un autre personnage étrange. Alors, pour le coup, c'est pas un humain, mais enfin, il a une représentation plus anthropomorphique que les autres. Et on passe au végétal, là, on n'est plus dans l'animal. Bah ça, c'est un feuillu, c'est un personnage que tu dois connaître, qui est un personnage plus ou moins médiéval, qui représente un peu le printemps et d'une façon un peu inquiétante. Il y a plein de fêtes traditionnelles où on peut s'habiller, enfin, ça existe encore un peu dans certaines régions, mais on s'habille en feuillu à l'arrivée du printemps ou à la fin de l'hiver. Donc effectivement, c'est un personnage un peu
symbolique, encore une fois, qui, d'ailleurs, dans l'histoire, on ne sait même pas s'il existe vraiment ou pas. Moi, enfin, je sais que cette partie-là impressionne beaucoup un de mes fils. Et il me dit toujours, mais il est vraiment là ou pas? Et je ne peux pas lui répondre, ça fait partie de l'histoire, hein. Il est à la fois là et pas là, quoi. Ça rejoint la question du regard dont on parlait avec Adèle. C'est-à-dire, ça dépend qui regarde. Le club des amis le voit, mais est-ce qu'il existe? Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais. Bon, là, on avait encore un exemple aussi d'animal qui met une feuille pour ne pas être nu. Oui, voilà, bah, après, à un moment, on a parlé de ça aussi, du fait qu'elle mélangeait les animaux et les animaux. Là, en fait, il y en a qu'un qui est habillé. C'était pas du tout anticipé, quoi, mais c'était le premier. Donc, je l'ai habillé parce que, bah voilà, tout simplement, je suis dans la tradition des personnages de BD, bah, ils sont habillés en général. Et les autres, non, parce que je me voyais pas habiller un serpent ou un oiseau. C'est tout de suite très compliqué. Donc, du coup, c'est le seul qui a ce problème d'habit. Et du coup, je m'en suis servi aussi dans l'histoire, dans plusieurs histoires d'ailleurs, sur le fait que bah, pourquoi il est habillé. Est-ce que à un moment, je me suis dit, est-ce que je le déshabille pour le mettre avec les autres, pareil. Mais non, ça va pas du tout. Et du coup, il est tout nu. Alors qu'en fait, bah, il a des poils normalement. Mais c'était hyper bizarre de lui enlever son short, quoi. Je dis, ah, c'est gênant. Oui, ça permet une petite réflexion justement sur le fait de porter des habits dans cette page. Et c'est vrai que c'est une question intéressante parce que l'anthropomorphisme, on le pense souvent comme on met des habits à un âne et voilà un âne anthropomorphique. Or, c'est pas aussi simple que ça. On l'a vu avec tes chèvres, Adèle. C'est peut-être juste la posture et le comportement qui Oui, fait puis il faut qu'ils anthropomorphisme. aient un corps qui se prête aux vêtements. Donc un ours, ça marche bien, un singe, ça marche bien, mais un oiseau, ça marche pas du tout. Mais on peut faire, par exemple, Donald est un oiseau, Mhm. mais il n'est pas tout à fait en forme d'oiseau. Et puis il n'a pas de barre en plus, donc on peut pas faire un bar à un oiseau. J'ai essayé, hein, vraiment. Là, on parlait d'animaux qui sont des animaux. Tu nous as envoyé cette image, par exemple, Juliette. Là, pour le coup, on est plutôt sur un animal qui correspond au... Je sais pas si on peut en parler, par exemple, de stéréotype de l'âne, quoi, celui qui porte la charge Sa fonction. des difficultés des humains, quoi. C'est... Bah, c'est toujours pareil, moi je me répète un peu, je suis désolée, mais je suis un peu obsessionnelle. C'est toujours pareil, là il faut vraiment penser, enfin, l'image, c'est cette Anne, c'est aussi la petite fille, cette femme derrière, c'est elle aussi, tout ça, c'est une personne en fait. C'est une personne qui se débat parfois avec des parties d'elle-même. Il y en a qui l'aident et qui en même temps l'aident pas. Enfin, tout ça est très ambivalent, mais ouais, c'est toujours une même personne. Ça me fait penser à tes dernières bandes dessinées, Adèle, sur... alors, pour le coup, quand même, en fait, tes deux bandes dessinées font et m'évoquent, par exemple, Calvin et Hobbes. Est-ce que cette peluche tigre, elle est magique et elle s'anime, ou est-ce que c'est l'imagination, c'est la projection d'un petit garçon? Je pense que j'ai l'impression que dans tes bandes dessinées, c'est plus tranché que ça. Genre, enfin, il parle vraiment, quoi. Et j'avais une question qui m'a amenée jusque-là, mais je sais pas, est-ce que peut-être tu as envie de rebondir? Et bien, La chaleur. Non, pas de souci, mais du coup, toi, tu penses que tu me demandes si dans ma BD, c'est comment par rapport à, par exemple, à Calvin Hobbes? Est-ce que c'est une projection de Beryl, Voilà. ce qui se passe? C'est ça, c'est la question de la projection, en fait. Ok. C'est que, pour le coup, pour Juliette, le curseur, il est fortement sur la projection de l'humain dans l'animal. Ouais. Dans Calvin et Hobbes, bah, on ne sait pas trop le dosage. Et bon, voilà, dans la tienne ou les tiennes. Moi, c'est clair que ça existe. Enfin, je sais qu'on m'a demandé plusieurs fois, mais du coup, est-ce qu'il s'est pas tout inventé dans sa tête? Ah bah non, si c'est là, c'est que ça existe. Enfin, moi, c'est un peu ce que je pense. Ok. Souvent, d'ailleurs, dans vos bandes dessinées ou dans vos dessins, la figure de l'animal va aussi être le vecteur d'un passage d'un état à un autre, d'une transition, d'une mutation, d'un changement. C'est assez clair dans tes bandes dessinées, Adèle, mais c'est peut-être aussi clair, par exemple, dans le Club des Amis, qui est peut-être l'endroit le plus initiatique
de ce que tu as fait jusque-là, Sophie. Peut-être dans Eden aussi, qui est un épisode particulier de Tulipe. Dans les représentations que tu fais aussi des contes, notamment, Juliette, il y a cette idée de transition, parfois de transgression, mais surtout de transition, et que la figure de l'animal aide à cette transition pour les personnages principaux qui peuvent être humains ou pas d'ailleurs. J'ai un peu de mal à répondre à ça. Ça me fait plus penser à ce que tu dis depuis tout à l'heure. Enfin, depuis que c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais ça me fait beaucoup penser à la culture amérindienne, ta façon de penser les choses. Parce qu'il me semble, alors j'y connais pas grand-chose, tu dois connaître mieux que moi, mais il me semble que chaque tribu déjà avait un animal, et puis chaque personne avait aussi un animal qui correspondait un peu à son caractère et qui donc peut le soutenir. Donc ça ressemble un peu à ce que tu fais. Moi, je vois par contre dans mon travail, oui, évidemment, il y a des personnages qui, enfin, c'est pas tout à fait par hasard que tel personnage va faire telle chose. Le corbeau, il va pas se comporter comme je sais pas, le tatou ou n'importe. Enfin, évidemment, il y a un lien entre sa forme, parce que je vais pouvoir jouer de ça, entre ce qu'on imagine de cet animal-là. Mais le côté initiatique, c'était... Ouais, ou en tout cas, récit d'apprentissage, où les personnages sont plus les mêmes à la fin du récit qu'au début. Ça semble assez logique, mais c'est comme souvent dans les contes, parce qu'ils passent un certain nombre d'épreuves, et souvent la figure de l'animal va être... Bah, pour le Ce coup, qui dans va mon servir de travail, ils transition. vont pas bouger du début à la fin, donc ils restent le même. Et en général, d'ailleurs, il y a toute une histoire pour qu'on revienne à ce qui était Au point de déjà départ. comme ça. Donc, bon, je pense pas être la bonne personne pour répondre, pour le coup. Moi, pour le coup, oui, l'animal, la figure animale a souvent comment dire, des capacités que l'humain n'a pas, qui sont plus ou moins surnaturelles. Enfin, je veux dire, après, ça, on est encore dans le mythe et dans la symbolique, hein. Mais voilà, il y a évidemment l'oiseau et l'envol de l'oiseau. Enfin, il y a l'animal dans la symbolique comme ça permet effectivement de passer à d'autres mondes, à d'autres états, parce que quelque part il a un savoir qu'on n'a pas, peut-être aussi un savoir et un rapport au monde, à la nature qui est peut-être plus développé que celui de l'humain, et que l'humain va essayer d'aller chercher aussi. Donc pour moi, oui, il y a complètement ça. Il y a quelque chose, tu as plusieurs images où carrément, est-ce que l'humain va carrément chercher dans l'animal en fusionnant avec Oui, là, oui, elle échange sa peau contre celle d'un animal. Elle va la porter. C'est comme un rite de passage, hein. Elle se défait d'une partie d'elle-même pour accepter peut-être une autre. C'est toujours une partie d'elle, mais c'est un passage. Moi, je suis complètement dans le récit initiatique, hein, donc ouais. Et tu parles de récits, et pourtant je crois que ces images-là ne font pas l'objet de livres pour l'instant. Non, mais Pour l'instant, elles sont issues quand même d'un texte, puisque elles sont liées à un poème du coup que j'ai écrit. Donc il y a quand même une notion de récit derrière, même si je les présente pas nécessairement avec le texte, mais en tout cas dans ma tête, oui, il y a vraiment une idée de... Il y a quand même une trame, il y a une histoire qui se déroule, quoi. La question se pose plus ou moins vraiment selon le travail de chacune, mais est-ce que vous avez été confronté au quiproquo sur la destination de votre travail? Enfin, vraiment, il y a des variantes pour chacune, hein. Pour toi, je pense que oui, mais Juliette aussi, il y a le côté, tu vois, là, on a une image, donc tu as fait... pour l'instant, la plus grande proportion, on va dire, de ton travail, c'était à destination des enfants, et à la fois, tu as souvent assumé des choses qui faisaient peur, ou qui pouvaient faire, enfin. Et alors là, pour le coup, l'image qu'on voit là tout de suite, je pense pas que c'est... Enfin, voilà, c'est aussi des images plutôt de ton travail plasticienne. Oui, ça, c'est des choses qui sont plus récentes, ouais, qui sont pas tirées de mes albums jeunesse. En effet, ce serait un peu intense quand même. Mais Pourquoi? Parce que les enfants
peuvent aimer faire peur Mais oui, avoir moi, peur, pardon. tout à fait. Moi, j'ai toujours considéré qu'on pouvait montrer des choses effrayantes aux enfants. Et moi, c'est ce que je cherchais quand j'étais enfant, d'ailleurs. Hein. Ça m'a toujours vachement séduite. Toujours dans cette idée de ressentir les choses. Dans le livre des contes, j'ai illustré un livre de contes avec un auteur et conteur qui s'appelle Jean-Jacques Vidda. Et lui, il est allé chercher les contes, les versions des contes les plus anciennes, qui sont hyper trash, quoi. Vraiment. Et en fait, on retrouve vraiment du sens dans cette manière d'éprouver aussi les personnages. Enfin, en fait, ils vont vivre des trucs, quoi. Ils sont malmenés par l'histoire et en même temps, c'est ce qui leur permet d'accéder à leur identité, de devenir quelqu'un, voilà, d'évoluer, quoi. On peut juste préciser que dans la Forêt des Contes, vous allez le faire ici même Oui. en live avec Jean-Jacques Vidda ce dimanche, donc après-demain à 16h. C'est en accès libre ici même. Voilà. Est-ce que le choix d'animal peut être aussi parce que on a peut-être déjà tourné autour de cette question, mais que ça met moins de pression de faire souffrir ou de faire passer par des épreuves des animaux que des personnages humains. Enfin, en tout cas, ça détourne certaines questions, ou ça détourne aussi la question de certains clichés qu'on peut avoir peur de mettre en scène des humains, parce que ça peut faire partie des choix que vous faites. Oui, bah, oui, enfin, pour ma part, en fait, j'irais même plus loin sur la figure de l'animal, sur la figure du monstre, mais d'une manière générale aussi sur la question du fantastique et de la fiction, qui sont un moyen de prendre. On prend une certaine forme de distance avec ce dont on parle, même si on parle de choses très concrètes, en fait. On parle de ressenti, on parle d'émotion, on parle de désir, on parle de peur, mais tout ça sous une forme qui dit autre chose qu'une scène réaliste, on va chercher peut-être justement quelque chose de plus abstrait, quoi, qui se passe de l'ordre de l'émotionnel, quoi. Et du coup, Sophie, pour cette histoire de quiproquo sur ce sont des animaux, donc c'est sûrement pour les enfants. Oui, j'ai eu ce problème-là, d'autant plus que maintenant je fais aussi des choses pour les enfants, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, je faisais les premiers, c'était Tulipe et c'était clairement pour les adultes, ados à la rigueur, mais oui, je sais qu'au début, on a eu du mal au niveau placement librairie parce que ça se mettait souvent chez les enfants et je sais pas comment ça s'est finalement fait que les libraires comprennent. Après, peut-être qu'ils ont fini par lire et qu'ils se sont rendus compte. Cela dit, je sais qu'il y a des enfants qui lisent aussi, étrangement, et qu'il y en a qui apprécient aussi ça. Donc, ouais, enfin, moi, c'est vrai que mon but ultime, ça serait d'arriver à faire un truc qui peut être lu par tout le monde et qui soit intéressant autant pour les adultes que pour les enfants. Donc, si j'arrive à être un peu dans un truc flou, ça me plaît bien. Là, on voit, on a mis cette image qui referme maintenant les albums de Tulipe. C'était pas le cas au tout début d'ailleurs, qui donne justement des clés d'âge possible. Alors, c'est peut-être une idée de l'éditeur, des éditeurs, pour justement clarifier les choses avec les libraires. Alors, je l'ai fait spontanément, mais c'est vrai que je l'ai fait aussi, enfin pas très volontiers, mais parce qu'on me pose énormément cette question en festival, notamment en dédicace, les gens qui viennent me disent: ah, c'est pour quelle tranche d'âge? Qu'est-ce que vous avez pour tel âge? Et c'est vrai que malheureusement, les gens ont vraiment souvent besoin d'une tranche d'âge très claire, sinon ils prennent pas, quoi. Dès qu'il y a un an d'écart, ça va plus. Donc malheureusement, j'ai mis ça pour clarifier, pour répondre aux questions qu'on me posait. Mais est-ce que pour toi, ça bouge un peu les choses sur tes intentions quand tu te mets à la page? Si tu sais que tu fais un club des amis, il y a des choses que tu vas garder de côté pour un Tulipe Pas forcément. Je vais peut-être avoir quelque chose avec moins de texte, par exemple, ou des choses comme ça, mais je vais quand même aborder les mêmes sujets d'une façon un peu plus intuitive ou plus émotionnelle que moins intellectuelle, peut-être.
Moi, j'ai pas vraiment. En fait, pendant très longtemps, j'avais beaucoup de mal à écrire pour les enfants. Je le faisais pas d'ailleurs. Et puis, jusqu'au jour où j'ai juste fait les histoires que moi j'avais envie de faire. Et je sais pas, le fait d'être plus dans des images plus grandes, dans quelque chose d'un peu plus ressenti, a fait que c'est passé à la catégorie d'enfant, mais c'était pas vraiment volontaire. Et évidemment, du coup, j'ai rajeuni les animaux aussi, donc ça collait. Mais je sais qu'il y a des adultes aussi qui lisent ça, donc c'est cool. Des adultes qui lisent tout. Il y a des enfants qui lisent tout aussi, c'est vrai. Moi, je me disais que sur la question du quiproquo, il y a des choses qui grattent dans. Je pense que ce mot-là me vient à l'esprit à cause du titre, gratin de chat, mais. Ouais. Euh, donc il y a cette image, donc, ce chat mignon qui fait des trucs très bizarres. Est-ce que tu as eu Oui, des retours là-dessus? oui, alors, même moi, ça, je suis gênée de l'avoir là. Juste pour précision, c'est elle qui me l'a envoyé. Hein. Oui, on m'a demandé une case gênante, enfin une planche qui est choquante, non, ou je sais plus, Qui a gênante. fait polémique, qui a fait discuter. Oui, alors, donc, ouais, ça c'était pour Gratin de chat, ma première BD. Et bah, en fait, là, justement, peut-être pour faire un petit résumé, pour donner un contexte, parce que sinon c'est un peu bizarre là, mais c'est l'histoire d'une BD. On est dans une famille où il n'y a que des femmes, il y a une mère et ses 2 adolescentes, et le seul individu masculin, c'est le chat, qui va un peu parler de leur... à travers leur rapport au chat, à elle, ça va parler un peu de leur rapport aux hommes, quoi. Et du coup, le chat, pareil, il y a des codes un peu déjoués de l'animal. Donc, lui, il reste chat, en forme, mais il parle à seulement une des filles. Les autres, il leur parle pas. Et bah, alors là, c'est la mère qui est représentée, et il lui parle pas à elle, mais il la calcule pas trop. Mais alors elle l'adore, quoi. Les limites, c'est trop, quoi. C'est trop. Et un peu comme ça, enfin, ça arrive. Hein. Les gens adorent les chats. Parfois, c'est un peu too much, quoi. Mais du coup, elle l'adore à fond. Et elle projette un peu des trucs bizarres, genre sur lui. Et en fait, là, c'est pas ce qu'on croit. C'est que en fait, alors là, c'est vrai qu'il faut que je raconte toute la scène avant pour que ce soit pas trop bizarre. Est-ce que ça t'est arrivé que des gens disent « Oh, je vais offrir ça à mon enfant » et tu fasses « Ah oui, alors justement, sur le quiproquo en général, moi, tout le monde pense que c'est un livre pour les enfants. Et je fais non, surtout pas. Et même 18 ans et plus. Hein. Non, je rigole, il y a juste cette scène qui est un peu chelou. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les filles de cette mère, là, les ados, les sœurs, à un moment, elles prennent des croquettes moisies dans le jardin, elles en font une sculpture. Et pour se foutre de la gueule de leur mère, elles lui offrent la sculpture. Et c'est un petit chat, en fait, en croquettes moisies. Et elle est là, bon. Et puis, en fait, dans un délire un peu un soir, elle se le passe partout sur le corps. Je sais pas, elle fait un truc, quoi. Et en fait, le chat, il arrive, et puis c'est un chat, quoi. Donc, il sent la croquette, il va lécher. Et elle le laisse faire, en fait. C'est ça qui se passe. C'est un livre qui est intéressant parce qu'il porte en germe ce que tu vas développer de manière un peu plus ample dans Beryl en bataille, c'est-à-dire le rapport, le regard qu'on a sur l'animal, le rapport justement de connivence ou pas, de dialogue possible. Et dans ce livre-là, dans Gratin de chat, le chat, pour le coup, il est vraiment ami ou adversaire, pour reprendre la thématique de cette table ronde, parce qu'il est ami avec la mère et l'une des sœurs, et il est adversaire avec la seule avec qui il parle. Ouais. Ils se bataillent vraiment tous les deux, quoi. Ouais. Comme si l'une avait percé qu'il était beaucoup moins gentil et mignon que ce qu'il laisse paraître. Enfin, il y a quelque chose d'assez violent aussi dans ce livre, dans les rapports. Oui, c'est vrai que là, oui, la sœur avec qui il parle, elle peut pas se le voir, quoi. Mais moi, j'ai vécu ça aussi avec mon chat. Enfin, moi, je l'adorais, mais pas quand il vient gratter à 4h du mat à la porte. Enfin, voilà, il me fait chier, quoi. Et c'est un peu peut-être ça. pas complètement innocent, c'est la seule sœur qui a une relation avec un homme, elle a son petit copain. Oui. Et donc, il y a un affrontement presque de combat viril entre le chat et le. Oui. C'est vrai. On avait aussi cette image-là de toi, Juliette. Alors, peut-être que peux nous parler déjà juste de cette image, mais
bon, nous, on y voyait une petite dose, petite touche d'érotisme. Est-ce que toi, sur ce truc de... mais alors, c'est pour les enfants ou pas parce que tu es dans l'univers du conte, voilà, est-ce que tu as aussi je sais pas quoi, cette petite bataille-là? Je l'ai eu beaucoup, mais en l'occurrence pas sur cette série d'images, parce que donc c'est toujours le conte de Goethe. Donc un texte qui est plutôt pour adultes, enfin qui est assez complexe, quoi, et en même temps qui est tellement symbolique. Enfin, c'était vraiment des scènes un peu folles, quoi. Enfin, donc il y a moyen de faire des images qui parlent à tout le monde, du coup. Euh, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les tranches d'âge. Donc sur ce projet, je me suis vraiment pas demandé en fait, est-ce que c'est bien pour les enfants, est-ce que c'est pas bien. Enfin, j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire, quoi. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Je nous emmène, ça y est, on est presque à 1 heure déjà. Ouais. On discuterait bien encore un peu plus longtemps, mais on a apporté, on l'a même ici. L'oracle. Est-ce que donc on a vu que tu avais dans les premières pages de Tulipe tes personnages représentés presque sous forme d'arcanes. Est-ce que c'est ça qui t'a mené à en faire des personnages de jeux de cartes? C'est pas précisément ça, mais moi j'ai toujours beaucoup aimé les cartes de tarot et tout ça. Et ça faisait très longtemps déjà que j'avais envie de faire un tarot moi-même. Et là, pour le coup, ce que vous avez montré tout à l'heure, c'est dans un livre un peu vieux où, en fait, au début de chaque tulipe, je représente les personnages pour qu'on se resitue. Et à chaque fois, je trouve une façon différente de les présenter. Là, c'était juste une solution graphique comme une autre. Après, ça, c'est plus en lien avec le bureau des cœurs parce qu'il y a un personnage qui tire vraiment les cartes. Et comme de toute façon, j'avais envie de faire des cartes depuis longtemps, je me suis dit, ah, bah, ça serait chouette que je fasse réellement les cartes qu'elle tire. Donc pour le coup, c'est pas un tarot, puisque j'ai pas repris comme j'avais pu le faire dans d'autres trucs qui ont jamais été publiés, où j'avais vraiment repris le tarot de Marseille avec mes personnages. Là, c'est un oracle où j'ai créé toutes les cartes à partir d'une logique personnelle, mais qui est pas en lien avec le tarot. Mais ça marche super bien quand même. Bah, il paraît, ouais. Ouais, on peut en tirer un tous les jours. Ça aide à savoir ce qu'on va faire dans la journée, je pense. Là, du coup, ça matérialise ce côté, le petit peuple ou presque la communauté que tu as créée autour de Tulip avec ces cartes. Et donc, on se disait que ces personnages, cette communauté existe tellement fort que il y a des gens qui ont écrit à tes personnages. Est-ce que tu peux nous parler de cette drôle d'aventure qui s'est passée avec le Bureau des Cœurs? Ouais, bah ça encore, c'était un peu un petit malentendu au début, c'est-à-dire que j'avais une période où j'étais en atelier, j'avais fini mes projets, j'aime bien avoir un petit moment de battement entre deux projets où je vais dessiner n'importe quoi qui va peut-être me donner une idée, enfin, je me laisse faire ce que j'ai envie de faire. Et là, j'avais fait une affiche, une fausse affiche. Alors, quand j'étais ado, je faisais la collection des petits papiers, des monsieur machin, là, les voyants médiums africains souvent. Et donc j'avais eu envie de faire une espèce de version inspirée un peu de ça, un peu des médiums des années 30, une petite affiche avec deux de mes personnages. Et après je me suis dit, tiens, comme il y avait des gens déjà qui m'écrivaient sur les réseaux pour me poser des questions un peu perso, apparemment j'avais des réponses à leur donner. Donc je me suis dit, ça serait drôle de mettre une vraie adresse pour voir s'ils vont vraiment m'écrire. Du coup, j'ai mis l'adresse de l'atelier où j'étais et effectivement, ça a fonctionné. Ah bah non. Donc oui, voilà, c'est assez marrant. Et effectivement, j'ai besoin de ce tampon, d'avoir ces personnages-là qui répondent, parce que si c'était moi, ça serait absolument pas légitime. Et je pense aussi que les gens ne m'écriraient pas si c'était moi. Donc C'est très drôle, je me suis retournée vivement quand tu as dit si c'était moi, ce serait pas légitime, parce que j'étais là. Mais c'est vraiment toi quand même, c'est pas. bah, pas vraiment, en fait. C'est une Voilà. espèce de... Je ne fais que transmettre. Tu n'es que la passeuse. Donc c'est quoi? Je pense que si vraiment il y avait... ça m'est arrivé de recevoir des lettres qui... Parce que les gens n'avaient peut-être pas bien compris, qui étaient écrites à mon nom. Et j'étais incapable d'y répondre parce que c'est pas... Je peux pas. C'est pas moi. Là, on voit quelques exemples, mais on peut préciser que demain, à 17h, ici même, il y a
séance spéciale, le Bureau des Cœurs, où tu pourras peut-être Ouais. revenir encore plus en détail sur ce projet qui est quand même très particulier, et j'ai l'impression qu'il t'a presque dépassé. Avant de devenir un livre, c'était d'abord des échanges sur Internet, et qui, pour le coup, va chercher un peu ailleurs la question de à qui ça s'adresse, parce qu'à la fois, il y a des lettres, comme on l'a vu, de tout jeunes enfants, et puis des lettres très sombres d'adultes qui vivent des choses très dures. Enfin, on est sur un échantillon de personnes très très vaste. Oui, et c'est d'ailleurs pas toujours bien compris parce que je vois dans les critiques ou dans les présentations libraires que je peux avoir où il y a des fois il y a marqué que c'est pour les enfants, des fois que c'est pour les... Donc bon, ben, on va dire que c'est pour tous ceux qui veulent le lire, quoi. Mais effectivement, moi je l'aurais pas montré à mes enfants encore. Je pense qu'il y a quand même des thèmes qui sont pas du tout... C'est pas parce qu'il y a quelques lettres d'enfants que ça s'adresse vraiment aux enfants. Mais ça peut... Enfin, mais il faut un encadrement, il faut une explication. Et voilà. Oui, on va terminer. Ça fait 1 heure que vous attendez dans la chaleur. Peut-être comme dernière question, Juliette, on avait eu l'occasion aussi de parler de la facette d'artiste libre et sauvage. Est-ce que vous vous sentez assez libre et sauvage? Est-ce que l'animal en vous arrive à s'exprimer dans votre travail, ou est-ce que non, ce côté animal totem, c'est pas votre truc? Qui a envie d'y répondre? Moi, il faut que... C'est toujours plus. Il faut que je le laisse toujours plus sortir, hein, sinon il va s'enfermer. C'est une quête permanente. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il est là, mais faut rester à l'écoute tout le temps, quoi, pour qu'il s'exprime. Sophie. Oui, bah, clairement, pour moi, faire de la BD, c'est aussi une façon de vivre des choses que je pourrais pas forcément vivre, d'avoir des aventures, alors que ma vie n'est pas assez aventureuse. Donc oui, c'est une sorte de projection, et effectivement, moi, ça peut m'arriver de sortir complètement du cadre de mes BD et de faire des images beaucoup plus graphiques et beaucoup plus sauvages, que je vais pas forcément montrer parce que c'est un peu hors sujet. Mais j'en ai besoin parce que j'ai quand même un graphisme assez sage en temps normal. Et du coup, ça peut parfois, justement, dans le club des amis, ça m'est arrivé d'aller plus loin, de faire des trucs un peu plus... Et de les enlever après parce que c'était complètement... C'est pas que ça s'adressait pas aux enfants, bien au contraire, comme tu disais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup les contes hyper sombres. Et j'aime bien, je pense que beaucoup d'enfants aiment ces choses-là, en ont besoin aussi. Mais c'est que graphiquement, ça ne marchait pas avec le reste. Mais effectivement, c'est super, ça fait du bien et on a besoin d'entretenir ce truc-là aussi et pas d'être tout le temps dans les petites cases. Merci. Je termine juste avec quelques informations. Si vous êtes du festival pendant tout le week-end, vous pouvez voir, notamment dans la création collective Les Galeries, vos travaux. Vous allez ou vous y avez participé. C'est une exposition collective qui a lieu juste dans l'entrée de la bibliothèque. Vous verrez des petites galeries en 3 dimensions qui sont encore un autre aspect de vos travaux. L'exposition de Juliette Barbanègre qui est jusqu'au 20 juillet ici même, au premier étage de la bibliothèque juste en face. Et puis, je le disais, on peut retrouver Sophie Guéril demain à 17h pour le Bureau des Cœurs, un focus spécial sur ce projet particulier. Et Juliette avec Jean-Jacques Dida dimanche à 16h pour un spectacle conté autour de ce grand livre des contes, pour les enfants, mais pas que d'ailleurs, pour tous ceux qui ont envie de venir écouter des contes macabres. Bien trash. Bien trash. Bonne soirée, bon festival. Merci à vous 3. Merci à vous. Merci beaucoup.